votre version de Zoom. Et puis, je me ferai un plaisir de les transmettre donc à Caroline Robert à la fin pour un petit temps de discussion. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre vos questions dès que ça vous vient. Sophie, on commence. Qu'est-ce qu'on fait? On attend encore un petit peu, 5 minutes ou... On peut déjà commencer à présenter Caroline. Je fais la petite présentation, puis au fur et à mesure, les gens se connecteront. Oui, je les admets au fur et à mesure. OK. Donc, bonjour à tous. C'est un immense plaisir pour moi d'accueillir et de dire quelques mots pour introduire le professeur Caroline Robert. Donc, Caroline Robert est chef du service de dermatologie à Gustave Roussy. Elle est co-directrice de l'unité de recherche sur les mélanomes de l'unité INSERM 981 à Paris Sud. Donc, après des études de médecine à Paris 5 et une formation de recherche à Harvard, elle est devenue professeure en dermatologie. Ses principaux intérêts sont la recherche clinique et translationnelle sur le mélanome. Elle est coordinatrice nationale et internationale de nombreux essais cliniques de thérapie ciblée et d'immunothérapie pour des patients atteints de mélanome. Et ces essais cliniques vont de la phase 1 à la phase 3. Elle est par ailleurs auteure de plus de 350 articles dans des revues scientifiques à comité de lecture. Elle a été lauréate de nombreux prix et récompenses que je ne vais pas énumérer maintenant par manque de temps, mais je tiens quand même à souligner qu'elle a reçu la Légion d'honneur française en 2014. Aujourd'hui, elle va nous parler de ses récents travaux sur l'implication du contrôle de la traduction de l'ARN messager dans la résistance à l'immunothérapie et les thérapies ciblées du mélanome, ainsi que les perspectives cliniques qui en découlent. Merci encore infiniment, professeur, d'avoir accepté cette invitation et la parole est maintenant à vous. Merci Julie. Moi, je suis vraiment contente d'être là avec vous et je vais essayer de vous donner une image la plus fidèle possible de ce qu'on essaye de faire à Gustave Roussy sur le mélanome, qui est la tumeur dont je m'occupe pour les patients, mais aussi notre modèle de recherche. J'ai voulu commencer par vous montrer les gens avec qui je travaille. Donc, en fait, la première photo date un peu, donc il y a des gens malheureusement qui ne sont plus là dans mon équipe, mais qui font des choses merveilleuses ailleurs. Et aussi, il y a des nouvelles personnes qui ne sont pas encore sur la photo. Mais là, vous voyez que la photo du bas est plus récente. Donc, on n'est pas tous là, mais c'est l'équipe de recherche avec les gens qui étaient là ce jour-là, en effectif un peu réduit. Je voudrais citer Stéphane Wagner, que vous voyez là, même si on nous reconnaît difficilement. Stéphane qui a été vraiment à l'origine avec moi, enfin moi avec mes problèmes que je rencontrais chez mes patients et la maîtrise de Stéphane des mécanismes de régulation de la synthèse des protéines à partir des ARN messagers. C'est comme ça qu'on a commencé notre aventure sur ARN, traduction des ARN et mélanome. Et je vais citer pas mal le travail de Shenzi, qui est là, de Ramdan, qui est ici, d'Isabelle, qui est maintenant partie en province, mais je la citerai en passant. Donc, on a l'habitude de montrer les relations qu'on a avec les industriels. Évidemment, on a beaucoup de relations avec les industriels. Ce qui est important, c'est de voir qu'on a des relations, pas qu'avec une pharma, mais avec plusieurs. En gros, moi, je travaille, et heureusement, avec quasiment toutes les big pharma qui font des drogues sur le mélanome parce que c'est important qu'on les conseille, qu'on leur dise ce qu'on pense du paysage thérapeutique et comment ils doivent développer leurs médicaments. Et je pense que ça ne doit pas être pris comme des choses négatives, mais plutôt des choses positives, parce que bien sûr, il faut faire ça en toute éthique. Je vais commencer un peu fort et je m'excuse pour les gens qui ne sont pas habitués à avoir des patients parce que je peux imaginer le choc que ça peut représenter. Mais j'ai envie quand même de vous dire et de vous montrer ça parce que c'est ce que nos patients vivent parfois et c'est ce qu'on voit. Et c'est énormément la source de nos motivations. Voilà une femme, pas très âgée, c'est une femme qui doit avoir la cinquantaine, même pas 60 ans, qui est arrivée en consultation il y a 2 semaines avec une énorme masse axillaire. Vous voyez cette grosse lésion-là, cette grosse masse qui déforme complètement son creux axillaire. Et elle avait le coupable dans le dos qu'elle ne connaissait pas, qui était ce mélanome-là, qui était à moitié régressif.
Voilà ce qu'on peut voir malheureusement dans un certain nombre de cas, parce que le mélanome, même si la plupart du temps, encore une fois, rassurons-nous, dans la grande majorité des cas, le mélanome est un cancer qu'on enlève sur la peau et qui ne donne pas de problème plus tard. Ça, c'est la majorité des cas, parce qu'on l'enlève, on surveille le patient et il n'y a pas de métastase. Mais dans 20-25% des cas, malheureusement, les cellules de mélanome, avant qu'on ne les connaisse et qu'on enlève la lésion primitive, ont donné des métastases qui, en général, pas toujours, parce qu'il n'y a jamais de toujours en médecine, mais en général vont aller se loger dans les ganglions de drainage avant d'aller éventuellement atteindre d'autres organes à distance. Donc le stade régional, on appelle ça le stade 3, et le stade métastase à distance, c'est le stade 4. Et cette patiente, malheureusement, en plus de cette énorme métastase ganglionnaire, elle avait aussi des métastases pulmonaires. Donc, c'est une patiente qui est de stade 4 et qu'on est en train de traiter actuellement. Mais c'est ça la réalité de ce qu'on voit. Alors, on peut se demander pourquoi elle arrive si tard en consultation. C'est vrai que l'âme humaine est complexe et que cette femme, je pense qu'il y avait une partie d'angoisse, une partie de déni. Ça lui faisait pas mal. Elle a attendu quand même longtemps. Est-ce que ça aurait changé grand-chose? Peut-être. Mais bon, on voit des patients qui arrivent avec des choses comme ça, très avancées. Parfois, ce n'est pas visible, ils ne le savent pas, ils ne pouvaient pas venir avant. Mais je trouve qu'elle est assez édifiante, cette photo, parce que vous voyez le système immunitaire qui a travaillé dans le mélanome initial. Et d'ailleurs, il arrive que les patients viennent avec des métastases, mais on ne voit plus le primitif parce qu'il a été complètement détruit par le système immunitaire. Ça arrive, ce qu'on appelle mélanome sans primitif, mélanome métastatique sans primitif reconnu. Et donc, quand on arrive à ces stades métastatiques, il faut donner un traitement général parce que la chirurgie ne va pas nous résoudre les problèmes. Alors là, je vous montre des courbes de survie globale de patients qui sont traités pour un mélanome métastatique en première ligne de traitement. Et je vous montre cette diapositive, elle est assez éducative, même si c'est un peu bizarre de montrer sur la même graphe des essais cliniques qui n'ont pas été faits en même temps. Pourquoi? Parce qu'en bleu, vous avez la courbe historique, qu'on est bien content maintenant d'appeler historique, parce que c'est ce qu'on avait comme traitement il y a plus de 10 ans en première ligne pour traiter nos patients. C'était de la chimiothérapie cytotoxique qui n'était pas très toxique, mais qui n'était surtout pas très efficace. Et vous voyez la courbe. Donc ici, on a le temps en mois. Et vous voyez que malheureusement, on a une grande mortalité. La courbe descend très vite. Et le premier traitement qui a montré un bénéfice significatif en termes de survie globale a eu une AMM en 2011 et c'est un médicament d'immunothérapie qui bloque ce qu'on appelle un immune checkpoint, point de contrôle immunitaire, qui bloque un point de contrôle négatif du système immunitaire. Vous savez que dans le corps humain, enfin, que ce soit en recherche, en clinique, on le sait tous, on est un peu toujours entre le yin et le yang. Il y a des signaux positifs contrebalancés par des feedbacks, des signaux négatifs pour être dans la bonne homéostasie. Bien, dans le système immunitaire, c'est pareil. On a des stimulations immunitaires qui sont contrebalancées par des systèmes de contrôle qui empêchent que notre système immunitaire s'emballe. Et donc, le premier médicament qui a marché, ici dans la courbe orange, ça s'appelle ipilimumab. C'est un anticorps monoclonal qui bloque le point de contrôle qui s'appelle CTLA4 et qui agit essentiellement au niveau des ganglions de drainage et qui va donner un signal d'arrêt de la co-stimulation positive au moment de la présentation d'antigènes au système immunitaire. Donc, maintenant, c'est quand même quelque chose de bien acquis. Je pense que la plupart des gens qui m'écoutent connaissent l'ipilimumab. Très peu d'efficacité en termes de réponse. En fait, on a 10-15% de réponse objective, c'est-à-dire de cas où nos patients ont vraiment les métastases qui diminuent significativement. Mais en revanche, les patients qui répondent longtemps et on a un vrai effet sur la survie avec ce qu'on appelle un plateau qui est bien plat à la fin de la courbe. Mais quand même, ce n'est pas une courbe fantastique, mais c'était un premier grand pas. Et puis, à peu près à la même période, on s'aperçoit, en fait, en 2002, on s'est aperçu que, enfin, pas nous, il a été découvert que les mélanomes, dans 50% des cas à peu près, étaient porteurs d'une mutation de BRAF, du gène BRAF, codant pour la protéine du même nom,
activant la voie bien connue de la voie des MAP kinases et qu'en bloquant avec une petite molécule inhibitrice, cette molécule BRAF, cette sérine-thréonine kinase, on pouvait obtenir des taux de réponse très bons. Alors là, pour le coup, 50% de réponse objective, avec une bonne efficacité sur la survie, mais quand même une courbe qui se casse la figure assez vite finalement, qui retrouve l'ipilimumab. Pourquoi? Parce qu'on est face à des résistances, surtout des résistances secondaires, avec une survie sans progression médiane de 6 mois. Qu'est-ce que ça veut dire, survie sans progression médiane de 6 mois? Ça veut dire qu'à 6 mois, la moitié des patients ont déjà récidivé. Donc, c'est bien, c'est pas non plus génial, et heureusement, on a des deuxièmes générations, aussi bien d'immunothérapie et de thérapie ciblée qui sont arrivées. Donc, ipilimumab est le premier anti-BRAF qui s'appelle le vemurafenib, c'est sur le marché en 2011. Vous voyez, c'est il n'y a pas longtemps. Et la deuxième génération, c'est d'une part les anticorps anti-CTLA4, c'est la courbe rouge, anti-PD1, c'est la courbe rouge. Donc, il y en a 2 dans le mélanome, c'est nivolumab et pembrolizumab. AMM en 2014 pour Pembro et 2015 pour nivolumab en monothérapie, avec des taux de réponse beaucoup plus élevés que l'ipilimumab. Là, on est autour de 30-40% de réponse. Moins toxique en plus. Je n'ai pas eu le temps de vous parler de la toxicité parce que l'emballement du système immunitaire peut être très toxique avec l'ipilimumab. Donc, avec les anti-PD1, on est plus efficace et moins toxique, donc on est beaucoup mieux. Mais aussi, en parallèle, on trouve que quand on bloque plus efficacement la voie des MAP kinases, quand on ajoute à un anti-BRAF un autre inhibiteur de cette voie sous la forme d'une molécule anti-MEC, les protéines MEC1 et MEC2 qui sont sous les protéines RAF dans cette voie-là, on est plus efficace, carrément plus efficace. On a 70% de réponses objectives. Vous voyez une courbe qui fait un énorme épaulement au début. Donc, il y a beaucoup de réponses, mais quand même qui descend. Mais néanmoins, un grand progrès puisque la survie sans progression médiane, qui vous vous rappelez était de 6 mois avec un anti-BRAF, elle passe à 1 an. Donc, on la double. Donc, c'est énorme. Donc, en fait, ça, c'est vraiment des progrès énormes au cours des 10 dernières années. Et la courbe la plus haute, là, je veux dire, c'est un peu le gold standard, hein, sauf qu'elle est on est un peu mitigé parce que c'est très toxique. C'est la combinaison d'anti-CTLA4 et anti-PD1. Donc, on donne les 2 anticorps monoclonaux. Donc, on bloque encore plus efficacement l'activation on stimule plus on bloque plus les points de blocage, donc on stimule plus le système immunitaire. Mais là, c'est au prix d'effets secondaires fréquents. On a 60% d'effets secondaires qu'on considère comme sérieux. Donc, on réfléchit à 2 fois. Mais c'est une courbe qui est quand même toujours un peu au-dessus, même si on n'a pas vraiment prouvé le caractère très significatif de cet espace entre la rouge et la marron et la brune. Donc, voilà ce progrès énorme qui a été fait au cours de la dernière décade. Donc, nous, maintenant, ce qu'on veut, c'est encore plus. On veut monter encore plus. Mais c'est vrai qu'il y a eu des progrès énormes. Et le mélanome, qui était un peu le cancer, un peu le pire, hein, nos collègues nous disaient « Oh là là, t'es pas déprimé de t'occuper du mélanome métastatique ». Maintenant, c'est un peu ce qu'on dit à nos collègues qui s'occupent du pancréas métastatique, quoi. On est maintenant avec des drogues qui marchent pour un certain nombre de nos patients. Et le plus formidable, il faut quand même que je vous dise les choses vraiment très, très bonne nouvelle, parce qu'après, je vais passer sur les résistances, c'est que à peu près dans 20% des cas, quand on est soit dans la courbe vert foncé, là, anti-BRAF, anti-MEC, soit dans les courbes anti-PD1, plus ou moins anti-CTLA4, eh bien, dans 20% des cas, nos patients ont des réponses complètes, c'est-à-dire qu'on ne voit plus du tout leur métastase. Alors, ce qui est le plus génial, c'est qu'en immunothérapie, on s'est aperçu qu'on pouvait arrêter, après 6 mois, 1 an, de réponse complète, on pouvait arrêter et que maintenant, avec un recul de 6-7 ans pour les plus longs, les patients traités depuis plus longtemps, on n'a pas de récidive alors qu'on a arrêté. En revanche, avec les thérapies ciblées, on n'arrête pas parce que si on arrête, dans la plupart du temps, ça repart. Donc, on a quand même à peu près 20% de patients dont on a vraiment l'impression qu'on les a sortis vraiment du gouffre, mais 20%, ce n'est pas assez. Et on est bien embêté parce que on a quand même beaucoup de résistance et on a 50% de patients à 5 ans qui sont décédés. Donc maintenant, on se bat pour ces patients-là. On a écrit il n'y a pas longtemps avec Shenzi Shen et Stéphane Wagner une revue dans Cell qui est sur les cellules persistantes. Donc je vais pas mal vous parler de ça, mais j'ai tenu à mettre cette image, cette figure dans cette revue parce que Cell, c'est quand même lu le plus souvent par des chercheurs et j'étais pas sûre que les chercheurs connaissaient bien cette façon de représenter les réponses au traitement dans nos essais cliniques.
ce qu'on appelle une waterfall curve. Chaque patient est représenté par une barre et donc vous voyez ici, il y a plusieurs patients et on a des patients dont les barres montent vers le haut et d'autres elles descendent vers le bas. Et quand elles descendent vers le bas, ça veut dire que la taille des métastases prises pour cible par les radiologues diminue par rapport à la taille au début du traitement. Donc, c'est ce qu'on veut. On veut que les barres aillent vers le bas. Donc, ça, c'est des réponses. Donc, quand ça descend et que ça va à moins 100%, c'est ce qu'on veut. Quand on est entre moins 30% et plus 20%, on considère que le patient est en stabilité. Quand on est entre moins 30%, enfin, quand on atteint moins 30%, on considère que c'est une réponse partielle. Et quand malheureusement ça monte de plus de 20%, ça veut dire que le patient progresse, sa tumeur progresse. C'est assez inapproprié ce terme de progression parce que nous, on nous apprend depuis qu'on est petit que c'est bien de progresser, mais là, progressive disease, c'est pas bien. C'est quand la tumeur progresse et que donc le traitement ne marche pas assez. Donc là, on va parler des résistances. C'est le gros problème. Hein. Si les traitements du cancer n'étaient jamais soumis à résistance thérapeutique, on serait sorti d'affaire et ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, j'ai parlé beaucoup des résistances aux thérapies ciblées, mais on a aussi des résistances aux immunothérapies. Sinon, nos courbes resteraient plates en haut. Donc, il y a plusieurs façons de résister. Il y a des résistances, d'abord, il y a des résistances primaires. La tumeur ne répond pas. Et il y a des résistances secondaires. Ça répond d'abord et ça résiste ensuite. Et puis sinon, si on regarde à l'échelle plus cellulaire, il y a un concept darwinien qui nous dit, ben voilà, il y a des cellules, au sein des cellules que vous allez traiter initialement avec votre drogue, vous avez des cellules qui d'emblée sont persistantes avec des mutations de résistance et celles-là, forcément, vous allez les sélectionner quand vous allez traiter. C'est le schéma du haut. Et dans le deuxième schéma, on a des mutations, on n'a pas de mutation à la base, mais on a ici des cellules qui forment des métastases qui vont être traitées. Et le traitement, le stress qu'on va infliger par nos traitements, nos immunothérapies, nos thérapies ciblées, nos chimiothérapies, vont induire des changements qui ne vont pas être des changements radicaux génétiques, ça ne va pas être des mutations génétiques de résistance, ça va être des changements, par exemple, épigénétiques ou des changements des modulations de facteurs de transcription par des moyens divers et variés, mais des moyens réversibles qui vont en fait disparaître si on enlève la pression par le traitement. Mais si on laisse la drogue ou la pression, qu'elle soit immunothérapeutique ou chimiothérapeutique, on va pouvoir créer des vraies mutations de résistance. Et donc ça, c'est plutôt ce qu'on appelle le schéma Lamarckien. Alors nous, dans le laboratoire, on travaille depuis très longtemps sur, comme je vous ai dit au début, sur les mécanismes qui régulent la traduction des ARN messagers parce qu'on voit beaucoup de signatures. Vous savez, on travaille beaucoup sur les biomarqueurs, donc on a tous dans tous nos cancers, nos spécialités, on a des signatures prédictives, c'est souvent des signatures transcriptomiques, donc qui reposent sur des analyses d'ARN plus ou moins complètes et plus ou moins profondes, mais surtout qui ont l'air de suggérer qu'à partir du moment où un ARN est là, il va être traduit en protéines. Or, ce n'est pas vrai. Les ARN, parfois, ils sont stockés dans la cellule, parfois, ils sont détruits et ils ne sont pas du tout forcément toujours traduits. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mécanisme qui va réguler la traduction, c'est un mécanisme qui est hautement régulé par un complexe qui est représenté ici de façon simplifiée, qui va se fixer à l'extrémité 5' de l'ARN messager. C'est la molécule, enfin la protéine EIF4E qui fait partie de ce complexe. Le complexe s'appelle Eukaryotic Initiation Factor 4F. Donc la protéine 4E qui se fixe au cap de l'ARN. La protéine 4G qui est une protéine de Charpente et la protéine 4A qui est une hélicase qui va dérouler l'ARN et dont on va avoir d'autant plus besoin que la structure de l'ARN dans son extrémité 5' est complexe et va avoir besoin d'être dépliée et déroulée pour que les ribosomes puissent arriver et commencer à leur travail de traduction. Et cette protéine 4BP qui est figurée ici avec un petit signal négatif, c'est 4 binding protéines. Il y a 4 binding protéines 1 et 2 qui peuvent se fixer à 4E et l'empêcher
d'aller se fixer sur le cap de l'ARN messager et d'initier le complexe actif. En fait, au tout début, quand on a commencé à se poser la question de l'intervention potentielle de ce complexe dans la résistance, initialement aux thérapies ciblées, en fait, c'est venu du fait que quand on regarde ce schéma-là, vous voyez que notre complexe, il est vraiment en aval de voies qu'on connaît dans le cancer. Donc, en fait, on s'est dit, forcément, ça doit jouer un rôle. Et effectivement, dans le mélanome, je vous ai parlé de la vodémap kinase, il y a la voie PI3 kinase aussi qui est très importante. PI3 kinase avec très souvent des délétions de pitène qui sont dans les mélanomes. Et donc, tout ça, c'est en aval de ce complexe. Et du coup, on a voulu regarder d'emblée s'il y avait un lien entre l'activation de ce complexe et la résistance aux thérapies ciblées. Alors, on a développé un outil en utilisant un essai de proximité. Donc, c'est un kit que vous pouvez acheter à chaque fois que vous voulez voir si deux protéines sont très, très proches l'une de l'autre. Donc, ça, on l'appelle PLA pour Proximity Ligation Assay. Et donc là, on l'a adapté, ce kit, à ce qu'on voulait faire. Qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait regarder si notre complexe était en état activé ou pas. Et on s'est dit, quand 4G, la protéine de Charpente, est très proche de 4E, le complexe, il doit être dans sa conformation active. À l'inverse, quand 4E est très proche de 4BP, il doit être plutôt empêché d'agir et il doit être dans sa configuration inactive. Et c'est Isabelle Giraud, qui est ingénieure de recherche et qui porte bien son nom avec son ingéniosité pour adapter des techniques. Elle a réussi à mettre en place, ce n'était pas évident, il faut bien choisir ses anticorps pour faire un essai de proximité. Il faut donc des anticorps contre chaque protéine qui sont d'espèces différentes, après des anticorps anti-espèces liés à des oligos, une réaction de PCR, faire pas mal de contrôles. Elle a fait ça très bien et elle l'a adapté à ce complexe, à ces deux complexes. Et vous voyez ici, elle a réussi à le mettre en place. Et là, c'était important pour ne pas dénaturer les épitopes avec cette technique de PLA. On peut le faire aussi sur des coupes fixées. Donc, on peut regarder en fluorescence sur des cellules en culture, mais aussi sur des coupes fixées incluses en paraffine. On s'est aperçu que dans les lignées sensibles aux anti-BRAF, donc à l'époque, on travaillait avec le vemurafenib parce qu'on n'utilisait que le vemurafenib, on n'avait pas encore anti-BRAF plus anti-MEC. On s'est aperçu que dans nos lignées sensibles aux anti-BRAF, ce sont des lignées de mélanome muté BRAF qui sont sensibles aux anti-BRAF, en fait, on a un complexe sous anti-BRAF qui est plutôt inactif. On perd le complexe actif et on augmente le complexe dans sa forme inactive. Dans ces deux lignées-là, à l'inverse, quand on travaille sur des lignées muté-BRAF mais qui sont résistantes aux anti-BRAF, on garde un complexe activé. En fait, il reste actif. Et d'ailleurs, on a pu retrouver ça aussi bien dans des lignées de mélanome résistantes que dans des lignées muté-BRAF de côlon ou de thyroïde aussi résistantes au vemurafenib. Donc, on s'est dit, tiens, ce complexe, il reste très actif quand les cellules sont résistantes. On a voulu regarder chez nos patients si c'était ce qui se passait. Donc, on a pris des biopsies de patients qui avaient été traités par anti-BRAF. Donc, on a des timings un peu variés. Maintenant, on essaye on le fait au cours d'essais cliniques. Donc, les patients sont prélevés au même temps. Mais là, on a des patients, du moment qu'ils avaient été traités avant et qu'ils n'avaient pas reçu d'autres traitements, on a considéré que c'était valable. Et on a regardé après comment les patients ont évolué sous anti-BRAF. Et on a regardé si cet état d'activation du complexe, donc on a fait le rapport sur complexe activé sur complexe inactivé, et on a regardé qu'à chaque fois que les patients n'avaient pas répondu, ce rapport, il était élevé. C'est-à-dire que vraiment, on avait plus de complexes activés que de complexes inactivés. Et par exemple, un des marqueurs qui est souvent utilisé, c'est la phosphorylation de ERK en aval de la voie des MAP kinases. On a vu que la phosphorylation de ERK, ce n'était pas un super marqueur pour prédire l'efficacité et que nous, c'était quand même plus intéressant, ce rapport activé sur inactivé. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que malheureusement, je ne vous ai pas dit, mais parfois on donne un traitement et il marche sur une métastase et il ne marche pas sur une autre métastase. C'est ce qu'on appelle des réponses dissociées. Ça complique singulièrement le traitement. Mais là, on avait ce patient ici qui avait une métastase qui répondait et une autre qui ne répondait pas.
Et on voit que le rapport de complexe activé sur inactivé était différent dans les 2 métastases. Donc, on s'est dit, ouais, quand même, ce complexe, il a l'air de jouer un rôle. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut l'inhiber, ce complexe. Et notamment, nous, on utilise beaucoup au laboratoire, aussi bien in vitro que chez les animaux, des molécules qui peuvent inhiber le composant 4A, l'hélicase. On peut utiliser le sylvestrol, qui est issu d'un arbre qu'on trouve en Malaisie. On peut utiliser l'hypuristanol, qui est issu d'un organisme marin. Mais on peut aussi, et c'est beaucoup plus facile, travailler avec un bon chimiste qui a synthétisé des inhibiteurs proches du sylvestrol, de la famille des flavaglines. Et on a regardé dans un modèle bicistronique, on a testé les inhibiteurs que nous avait synthétisés ce chimiste, Laurent Desaubry, de l'Université de Strasbourg. Et quand on utilise un système bicistronique où un des reporters dépend de EIF4A et l'autre ne dépend pas, dans la traduction, ne dépend pas de EIF4A, avec une entrée ribosomale interne. Quand on fait le rapport de ces 2 marqueurs, on peut voir si nos médicaments, si nos petites molécules sont plus ou moins efficaces sur la traduction dépendante de EIF4F. Et vous voyez que le sylvestrol, donc on a un rapport qui est élevé, on avait d'autres flavaglines et on a travaillé beaucoup avec le sylvestrol et la flavagline FL3 qu'on avait en grande quantité. Et quand on a fait des essais de synergie en utilisant des essais Bliss, en fait, ces essais, quand on voit ces graphes pour montrer une synergie, enfin, les drogues, si elles agissent en synergie, vous retrouvez les petits points à gauche de la diagonale. Donc, on a ici, quand on donne du vemurafenib avec du sylvestrol ou avec de la flavagline 3 ou avec de l'hypuristanol, tous 3 inhibiteurs de EIF4A, on a des synergies, et ça c'est en termes de prolifération. En revanche, quand on utilise des inhibiteurs de la synthèse de protéines ou d'ARN ou d'ADN, on n'a pas de synergie. Donc, on avait trouvé ça intéressant. Donc, on part de cellules ici qui sont résistantes aux inhibiteurs de BRAF, bien sûr. Et on a fait des manips chez des souris dans des modèles de xénogreffe. Ah, là, je m'entends avec un écho. Avec des souris, avec des lignées résistantes aux anti-BRAF. Donc ici, on voit que quand on utilise une flavagline toute seule, ça a un certain effet. Quand on utilise l'anti-BRAF tout seul, c'est résistant, ça ne marche pas, même à des doses plus fortes. En revanche, ici, quand on utilise la flavagline plus un anti-BRAF, on a une très bonne efficacité antitumorale. Et donc ça, c'était un premier pas pour montrer que le complexe reste activé dans les résistantes et que quand on combine un anti-BRAF avec un inhibiteur de 4A, on a une bonne efficacité. On a pu montrer la même chose dans les lignées de mélanome muté NRAS. Ça concerne à peu près 15% de nos malades, les mutations NRAS. On a aussi montré qu'il y avait la conservation de ce complexe activé dans les résistantes aux anti-MEC et que quand on combine un anti-MEC avec un anti-4A, on lève cette résistance. Donc ça, c'est quelque chose qui a été vraiment une première étape. Maintenant, quand on a des patients qui ont l'air de répondre complètement, donc réponse complète, malheureusement, microscopiquement, on sait que souvent, il reste des cellules. Pourquoi? Parce que nos patients, malheureusement, récidivent souvent, même en cas de réponse complète aux anti-BRAF, ça peut arriver, et aux anti-BRAF, anti-MEC, et on peut avoir ce genre d'évolution assez catastrophique où on est tout content au début et les cellules reviennent. Et quand on montre cette image qui est assez douloureuse à regarder, elle est quand même très instructive parce qu'elle nous montre qu'à chaque endroit où il y avait des métastases, il y a des cellules persistantes qui sont restées, en fait, qui étaient là. Et ça, d'ailleurs, il faut mettre la référence, c'est l'équipe de Chris Marine ici qui fait ses expériences chez les souris dans des modèles de xénogreffe et qui travaille aussi sur ces résistances secondaires qui arrivent sous anti-BRAF et anti-MEC. Et donc, un de nos objectifs qui a été vraiment
celui qu'on a poursuivi au cours des 5 dernières années, c'est de comprendre ce qui se passe, et notamment au niveau de la traduction, pendant cette période de persistance où on croit que tout va bien, mais ce n'est pas le cas. Et ça, c'est beaucoup Shen-Zi Shen, postdoc dans le labo, qui a travaillé sur ces modèles de persistance dans le mélanome, donc en prenant des cellules de mélanome, muté-BRAF, sensibles aux anti-BRAF. Donc maintenant, on travaille toujours avec la combinaison anti-BRAF-anti-MEC. On ne donne plus jamais d'anti-BRAF tout seul à nos patients. Donc on donne le meilleur qu'on peut donner. Et au bout de 72 heures, presque toutes les cellules ont disparu, mais pas toutes. C'est comme chez nos patients, il en reste, elles n'ont pas la même tête. Et quand on les reteste vis-à-vis des drogues, d'abord, on voit qu'elles n'ont pas le même aspect, on en reparlera, mais si on les sort du contexte anti-BRAF, anti-MEC et qu'on les reteste au bout d'un jour, elles ne meurent pas. Si on fait ça au bout de 3 jours, on les met off drogue pendant 3 jours et qu'on les reteste, elles ont l'air d'être un peu moins robustes vis-à-vis de la réattaque anti-BRAF, anti-MEC, et ça diminue, et au 9e jour, elles se comportent comme les parentales, en fait. Ça veut dire que cette espèce de persistance, de robustesse, enfin, j'ose pas dire résistance, parce que souvent on dit résistance quand c'est résistance génétique, mais enfin, disons, cette résistance sous traitement, elle est réversible. Et c'est ça qu'on appelle la persistance. Et on pense qu'il faut qu'il y ait ce côté réversible pour qu'on parle vraiment de persistance sous traitement. Et en même temps, c'est une forme d'addiction, parce que si on n'est plus sous l'effet de la drogue, on perd cette espèce de plasticité qui peut nous entraîner vers la résistance. Et ça, on l'a bien montré, parce qu'on a pris, des cellules isolées qu'on avait sorties de ces cellules persistantes, et on les a laissées en présence d'anti-BRAF, anti-MEC pendant 3 mois. Et après, ce qui a poussé, on a vraiment vu qu'il y avait des mutations de résistance qui étaient apparues. D'ailleurs, certaines mutations sont des mutations qu'on connaît chez nos patients, qui ont déjà été publiées chez les patients comme mutation de résistance. Ça veut dire que cette persistance, qui n'est pas génétiquement médiée, elle peut mener vers la vraie résistance génétique. Donc, les cellules persistantes sont un réservoir de résistance, et c'est pour ça que c'est une cible qu'on voudrait atteindre pour ne plus avoir ce phénomène de résistance. Alors, ce qu'on a fait avec Shen-Zi et l'équipe, plusieurs personnes dans l'équipe, c'est qu'on a regardé, on a fait un profil polysomal pour regarder les ARN, l'état de traduction des ARN dans les cellules parentales versus persistantes. Et de façon non surprenante, j'aurais dû montrer les profils de polysomes, mais de façon non surprenante, on a beaucoup moins d'ARN traduits. Les profils polysomaux, ça se fait en faisant une centrifugation des lysats cellulaires, en isolant les ARN qu'on trouve au fond du gradient de sucrose, et ceux qu'on trouve au fond, les plus lourds. Pourquoi ils sont lourds? C'est parce qu'ils sont fixés à des ribosomes, et plus il y a de ribosomes accrochés, plus ils sont traduits. Donc on trouve au fond et à droite de notre profil les ARN lourds, donc fortement traduits, et on peut analyser fraction par fraction. Et quand on a regardé le profil polysomal des cellules persistantes, on s'est aperçu de façon non surprenante qu'il y avait beaucoup moins de traduction. Les ARN étaient beaucoup moins traduits. Les cellules persistantes, elles se multiplient très très peu, quasiment pas. Elles se planquent, entre guillemets, elles se cachent, elles ne sont pas visibles. Donc elles ont beaucoup moins d'activité de traduction, mais il y a un petit sous-groupe là qui sort du 0 à droite, un tout petit sous-groupe par rapport à la totalité des ARN qui est hyper traduit. Et c'est vraiment différent entre parentale et persistante. Et quand on regarde pourquoi ils codent ces ARN qui sont hyper traduits dans les persisteurs, on voit qu'ils codent pour des protéines qui sont impliquées dans l'épigénétique, dans la régulation de la transcription, dans le remodelage de la chromatine. On se dit c'est bien pratique pour arriver à faire ensuite sortir des mutations. Il ne faut pas être trop finaliste. Et en fait, quand on a essayé différentes drogues pour voir comment on pouvait peut-être les tuer, ces cellules persistantes, parmi les drogues qu'on a essayées, évidemment, on a essayé le sylvestrol, et on voit que c'est le sylvestrol qui les tue de façon la plus efficace. Et quand on a testé
Vous voyez ici, par exemple, les cellules persistantes, elles persistent sous antibéraphe anti-MEC, mais par contre, sous sylvestrol, elles sont très sensibles. Et là, c'est une expérience d'efficacité de clonage qui est réalisée sous différents régimes de traitement. Le régime 1, il n'y a rien. Enfin, le régime 1, là, il n'y a rien. C'est le contrôle. Le régime A, c'est antibéraphe anti-MEC. C'est ce qu'on donne à nos patients en continu antibéraphe anti-MEC. Il y a un régime D qui est intermittent parce qu'avec ce que je vous ai montré sur les cellules persistantes qui regagnent leur sensibilité, on pourrait se dire qu'à cela ne tienne, on n'a qu'à faire du on et off avec nos traitements. On met la drogue, on l'enlève, on la remet, on l'enlève. C'est sûr que ça, in vitro, ça peut être intéressant, chez la souris aussi, mais chez l'homme, malheureusement, on ne sait pas quelle rythmicité il faudrait faire. En tout cas, là, on l'a testé. On a testé en tout cas une certaine intermittence. 3 jours on et 8 jours off, 3 jours on, comme ça. En régime B, on donne un anti-4A, donc ici le sylvestrol. En régime C, on donne antibéraphe anti-MEC plus le sylvestrol. Et en régime E, on fait une alternance, on fait une séquence antibéraphe anti-MEC suivie de 4A inhibiteur et on recommence comme ça. Et regardez quand même, c'est assez intéressant. Le régime A, on a un effet significatif sur l'efficacité de clonage. On a beaucoup moins de clones. En régime B, avec le sylvestrol tout seul aussi, on a une diminution des clones. Mais le régime C et E, qui sont soit la combinaison synchrone, soit la séquence de BRAF-MEC et de 4A, on n'a quasiment pas de clones. Alors que notre intermittence, elle n'est pas très efficace. Donc ça, c'est une voie qui, on pense, est très intéressante pour tester les inhibiteurs de 4A. Donc le sylvestrol, il ne peut pas être dérivé en clinique parce que d'abord, il est soumis à multidrogue résistance. Donc ça, c'est une bonne raison. Et il est c'est très compliqué du point de vue des brevets, mais de toute façon, ce ne serait pas une drogue vraiment utile en clinique. Donc, on est en train de travailler avec des inhibiteurs de 4A, développés en clinique pour essayer de trouver les meilleures combinaisons. Alors, on a essayé d'aller plus loin et de comprendre pourquoi ces petits bouquets d'ARN étaient activement traduits. En fait, pourquoi? On sait quand même que dans les cellules cancéreuses, les housekeeping genes ils dépendent beaucoup moins de 4A que les ARN qui sont très impliqués dans la prolifération, l'invasion, le caractère métastasien. C'est pour ça qu'on pense que c'est intéressant de bloquer 4A parce qu'il y a une dépendance variable et qu'il y a une fenêtre d'opportunité. Mais quand même, dans les persistances, pourquoi? Donc ici, on a trouvé ce que Shensi a trouvé, c'est que finalement, donc en fait, ce qu'on a beaucoup interrogé, c'est la région 5' non codante, parce que c'est ça qui fait qu'on dépend plus ou moins de 4A. Donc on n'a pas trouvé de différence, ni de longueur, ni d'énergie. Enfin, il n'y avait pas l'impression qu'il y avait des structures vraiment différentes en termes de tige-boucle, de séquence. Mais par contre, il y avait plus de méthylation, de M6A méthylation dans cette région-là, dans les cellules persistantes par rapport aux cellules parentales. Et ça, voilà par exemple le profil polysomal dont je voulais vous parler tout à l'heure. Ici, vous avez parentale et persistante. Vous voyez qu'on a beaucoup moins dans la queue ici du profil polysomal, on a beaucoup moins d'ARN ici dans les dernières fractions. Mais on a analysé ces dernières fractions ici, les fractions traduites, aussi bien des parentales que des persistantes, et on a regardé avec différentes techniques, spectrométrie de masse, séquences spécifiques M6A, des ARN M6A méthylés ou en dot blot, et on a trouvé quand même que entre le jour 1, où les cellules persistantes ont vraiment un caractère de persistante, et le jour 9, il y avait une augmentation des ARN avec cette modification, donc épitranscriptomique, si je puis dire, des ARN qui sont activement traduits dans les persistants. Donc, en fait, c'est encore, on n'a encore pas exactement compris pourquoi, mais il semblerait que c'est ce qu'on a conclu dans ce message qu'on a fait passer, qu'un mécanisme épitranscriptomique sous-tend la traduction sélective des ARN messagers qui sont impliqués dans la persistance dans le mélanome.
Et on pense que d'essayer de développer et de pouvoir donner de façon au bon moment des inhibiteurs de 4A, ça pourrait être intéressant pour diminuer la résistance qui résulte de la persistance. Donc voilà un peu un résumé de ce que je viens de vous dire. On est très intéressé par ces inhibiteurs de 4A. Donc évidemment, il ne faut pas complètement anéantir toute la traduction CAP dépendante. Mais comme je vous ai dit, on a une fenêtre d'opportunité. Ça a été bien démontré que les cellules tumorales sont plus dépendantes de 4A que les cellules normales, aussi bien en termes de résistance que de persistance qui va conduire à la résistance. Alors, on s'est beaucoup intéressé à ce phénomène de persistance. Et on a écrit donc cette revue où on a passé vraiment au crible tout ce qui avait été publié, pas seulement dans le mélanome, mais dans d'autres modèles de cancer, les mécanismes qui étaient associés ou qui étaient tenus pour responsables de la persistance. Et on a essayé de les classer. Et c'était assez amusant parce qu'on s'est dit, en fait, c'est vraiment des espions. C'est comme des espions qui veulent infiltrer une société. Donc, ces cellules persistantes, elles ne prolifèrent pas, donc elles sont cachées, donc elles ne sont pas très nombreuses. Elles s'adaptent au métabolisme, donc elles mangent ce que les autres mangent, ou elles mangent les poubelles de ce que les autres ne mangent pas pour rester non vues. Et je vais vous montrer ce qu'on a trouvé sur le plan du métabolisme, en tout cas dans le modèle du mélanome. Elles ont une identité qui peut varier, elles se déguisent, donc on connaît très bien les transitions épithélio-mésenchémateuses, ou dans la prostate, par exemple, je travaille beaucoup avec mes collègues sur le cancer, enfin, ils travaillent beaucoup sur le cancer de la prostate et je parle beaucoup avec eux, et j'ai appris que les cancers de la prostate pouvaient se transdifférencier en cellules neuroendocrines, donc changer d'identité complètement, et du coup passer un peu sous le radar quand on cherche des marqueurs de cancer de la prostate, d'adénocarcinome de prostate. Et puis, elles arrivent très bien à utiliser à leur profit le micro-environnement et surtout à rester furtives vis-à-vis du système immunitaire, à ne pas être détruites. La preuve, elles sont toujours là. Et donc, tout ça, ça nous a assez passionnés de passer tout ça en revue. Et en ce qui concerne les cellules de mélanome, je n'ai pas trop le temps d'en parler ici, mais je voulais juste signaler ce papier qui n'a pas grand-chose à voir avec la traduction, mais qui néanmoins m'intéresse beaucoup, parce qu'on s'est aperçu que les cellules persistantes de mélanome, telles que développées dans le modèle que je vous ai montré, en fait, ne reposent pas sur le plan de leur apport d'énergie sur la glycolyse anaérobie comme le font la plupart des cellules cancéreuses. Elles consomment très peu de glucose, mais elles oxydent les acides gras. Et si on inhibe l'oxydation des acides gras, on a une mort sélective par intoxication graisseuse, si je puis dire, les cellules sont stéatosiques, remplies de petites vésicules de graisse. Et on a aussi montré dans un joli modèle murin, mais ce sont des xénogreffes, je voudrais maintenant faire ça dans des souris immunocompétentes. On a bien montré que quand on inhibe l'oxydation des acides gras, avec les inhibiteurs de BRAF/MEK, on a un très bel effet antitumoral. Donc, je vais un peu maintenant vous parler de l'immunothérapie. Vous vous rappelez ces courbes que je vous ai montrées? En fait, on pourrait me demander, vous avez montré que la courbe la plus haute, c'est anti-PD1, anti-CTLA4. Pourquoi vous ne donnez pas ça à tout le monde finalement? La réponse, elle est simple. Je peux vous dire qu'en ce moment, on a une patiente qui est en réanimation en hépatologie avec un foie qui ne marche plus du tout. Je peux vous dire qu'il y a des patients qui sont morts de myocardite parce que le système immunitaire s'est attaqué à leur myocarde, à leur cœur. Je peux vous dire qu'il y a des patients à qui on a dû faire une colectomie quasiment totale, c'est-à-dire leur enlever une grande partie du côlon parce qu'ils ont fait une colite gravissime, parce que ce n'est pas ce qu'on imagine dans le public, l'immunothérapie. Ça a super bonne presse dans le public. Tout le monde a envie de se dire « Ah moi, je vais traiter mon cancer avec mes cellules immunitaires de mon propre corps. » C'est hyper séduisant comme idée. Sauf que nous, on donne des drogues qui sont extrêmement violentes parfois et on ne peut pas prédire qui va faire une énorme toxicité ou qui va rien faire.
Un jour, on y arrivera, je suis sûre. Il y a sûrement des facteurs génétiques. On sait que les gens qui sont un peu déjà ont une petite ambiance auto-immune ont plus de risques. Mais quand même, on est parfois méchamment surpris et on passe beaucoup de temps à expliquer à nos patients les risques. Ce d'autant que, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais maintenant on commence à donner des immunothérapies, non plus à des patients métastatiques, mais plutôt dans l'évolution de la maladie, dans un contexte qu'on dit adjuvant, c'est-à-dire on a enlevé des métastases ganglionnaires, on ne voit rien, mais on sait, je vous ai bien dit qu'il y avait des cellules qui pouvaient se cacher et on veut éviter la récidive. Mais on traite des patients qui parfois ne vont jamais récidiver. Donc, on ne peut pas prendre trop de risques. C'est un peu la même problématique qu'on vit en ce moment avec les vaccins Covid. Il faut toujours peser le pour et le contre. Enfin, ne pensez pas que je dis qu'il ne faut pas se vacciner. Mais enfin, c'est pour ça que les gens parfois hésitent un peu parce que d'un côté, on traite un risque. Ce n'est pas du tout pareil quand on traite une maladie métastatique. Bon. Donc, on a envie d'avoir des biomarqueurs. On a envie de savoir si notre traitement va marcher parce qu'on se dit, si on est sûr qu'il marche, là, on peut peut-être prendre un risque. Et donc, on travaille, enfin, je dis un on très global, tout le monde, toutes les équipes qui travaillent sur le cancer, et plus particulièrement dans mon domaine sur le mélanome, tous, on est en train de chercher quels sont les meilleurs biomarqueurs pour nous dire si le malade va répondre ou pas. Alors, on utilise parfois l'expression de PDL1. PDL1, c'est un des ligands de PD1. Donc, nous, en mélanome, on ne donne pas de drogue anti-PDL1, on n'a pas l'AMM, mais dans d'autres cancers, oui, notamment le cancer génito-urinaire, les cancers du poumon. Mais en tout cas, on peut regarder l'expression du ligand PDL1, parce que nous, qu'est-ce qu'on veut faire avec nos drogues anti-PD1 ? On veut empêcher l'interaction PD1-PDL1, PD1-PDL2. Et s'il y a du PDL1 sur place, c'est que sans doute notre anti-PD1 va marcher. Mais dans le mélanome, ce n'est pas super comme marqueur, l'anti-PDL1. Je vais vous dire pourquoi. On essaye aussi avec des signatures transcriptomiques, donc les signatures d'ARN. Je vous ai dit la limite que ça avait. Ce n'est pas parce que l'ARN est là que les protéines sont là. Néanmoins, quand on a des signatures inflammatoires, des signatures de type interféron gamma, de type TH1, ça veut dire sans doute qu'il y a déjà une petite ambiance immunologique, des lymphocytes sur place avec l'interféron gamma, que peut-être ils ont été activés, mais que maintenant ils sont un peu abrutis parce qu'il y a les interactions PD1, PDL1. Donc les signatures inflammatoires, la présence de CD8, tout ça, c'est des marqueurs qui sont associés, mais ils ne sont pas assez puissants. Nous, on ne peut pas les utiliser en clinique parce que ce n'est pas du tout suffisamment prédictif. Et là, je vous ai mis TMB, c'est Tumor Mutation Burden. Vous savez que quand il y a beaucoup de mutations, les cancers qui sont très mutés, alors que c'était plutôt les mauvais cancers quand on n'avait pas l'immunothérapie. Maintenant, quand on a beaucoup de mutations, à la faveur de toutes ces mutations, on peut avoir des néo-antigènes qui sont présentés au système immunitaire, donc c'est plutôt favorable. Le meilleur exemple, c'est les cancers du poumon qui sont répondeurs à l'immunothérapie quand ils sont induits par le tabac et beaucoup moins répondeurs quand c'est des tumeurs non induites par le tabac. Ça ne veut pas dire qu'il faut fumer, mais ça veut dire que en fait, les mutations, les nombreuses mutations induites par le tabac favorisent peut-être les présentations de néo-antigènes qui n'ont pas été éliminés par la sélection initiale parce que ce n'étaient pas des antigènes connus. Et de la même façon, un très bon exemple, c'est les cancers digestifs qui ne répondent pas très bien à l'immunothérapie, sauf quand ils sont liés à des défauts de réparation, défauts du système de réparation par mismatch repair, des microsatellites, donc ces tumeurs qui sont extrêmement mutées, qu'on reconnaît très facilement et qui représentent un petit pourcentage de cancer du côlon, ceux-là répondent très bien à l'immunothérapie. Donc bref, tous ces marqueurs, ok, ils sont associés, mais ils ne sont pas suffisants et nous, ils ne nous permettent pas de faire notre choix thérapeutique. Alors, on aurait pu penser peut-être, on aimerait bien, ça c'est un essai qu'on utilise beaucoup, qui est l'essai qui compare anticorps anti-CTLA4, c'est la courbe grise, anticorps anti-PD1, c'est la courbe bleue, et les deux en vert. Et là, on vous montre quand on est PDL1 peu exprimant, la tumeur exprime peu, ou PDL1 exprimant beaucoup. Alors, c'est
on aurait pu se dire peut-être que pour les tumeurs qui expriment beaucoup PDL1, en fait, on n'a pas besoin de donner la combinaison. C'est vrai que ça a l'air d'être un peu plus proche, mais en fait, statistiquement, on ne peut pas conclure grand-chose ici. Donc, nous, ce qu'on a fait, et ce que je pense que j'aimerais bien qu'on puisse confirmer sur le plus grand nombre en travaillant de façon globale, internationale, on s'est dit, bon, PDL1, OK, c'est augmenté quand il y a de l'interféron sur la surface de la cellule tumorale et ça peut être induit par le lymphocyte activé par l'interféron gamma. Donc, il y a PD1 qui apparaît, qui au début est un marqueur d'activation. Après, PDL1 qui est aussi stimulé par l'interféron. Et quand ça interagit, au bout d'un moment, ça induit une inactivation du lymphocyte. Donc, dans ces cas-là, le PDL1, il a de la valeur. Mais quelquefois, le PDL1 est là, je ne dirais pas par hasard, mais pour une autre raison. Il n'est pas là parce qu'il y a du lymphocyte autour, il n'a pas besoin de lymphocyte, il est là parce qu'il y a une voie oncogénique qui induit son expression. Et dans ces cas-là, il n'y a absolument aucune raison pour que notre anti-PD1 marche. Et donc, on s'est dit, utilisons cette technique de proximité, donc la même technique que je vous ai montrée tout à l'heure avec 4G, mais appliquons ça à PD1, PDL1, parce que finalement, un PDL1 tout seul, à la limite, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut voir, c'est s'il y a vraiment cette interaction PD1, PDL1, et que du coup, notre lymphocyte, il est vraiment mal barré pour s'activer, et que là, notre anti-PD1 va marcher. Et ça, c'est pour vous montrer qu'on peut vraiment voir sous la forme de petits points comme ça, le PD1 lié au PDL1. Et du coup, on a fait une première cohorte de 66 patients. Donc, on prend la biopsie avant immunothérapie. Et on regarde les lymphocytes CD8, on regarde l'expression de PDL1. Et bon, c'est un peu associé, mais c'est beaucoup moins bien que le PLA. Le PLA, il a vraiment une prédiction. Vous voyez sur la courbe, ici, la courbe ROC, là, de spécificité-sensibilité en rouge. Donc, vous savez que plus l'air sous la courbe est proche de 1, mieux c'est comme facteur prédictif. Et là, on est mieux. On est à 0,85. Et là, si vous regardez, il y a un papier très intéressant de l'équipe de Charlie Swanton qui vient de sortir dans Cell, qui regarde toutes tumeurs confondues, quels sont les meilleurs marqueurs prédictifs. Et il fait une signature et il fait tout un travail très, très compliqué de bioinformatique. Ils sont à 0,85. Donc, moi, je suis assez contente d'être avec un seul marqueur, une seule lame à 0,85. Et quand on regarde... Quand on sépare les valeurs hautes de PLA, on prend la médiane et on prend les hautes et les basses, vous voyez qu'en survie sans progression et en survie globale, on est très bien pour séparer les deux populations de patients, répondeurs et non répondeurs. Et ça, c'était la cohorte d'exploration, de découverte. Ici, on a la cohorte de validation avec presque 80 patients et on confirme ça. Donc ça, il faut qu'on l'automatise parce que là, c'est dans nos mains et il faut qu'on le partage avec les autres pour voir si ça pourra nous aider à savoir si le patient va répondre au traitement ou pas. Et ça m'intéresse d'autant plus que quand on regarde les patients qui sont à un stade très précoce de mélanome, au stade 2, c'est-à-dire ils n'ont pas de ganglions envahis, on a certaines signatures transcriptomiques qui ont l'air d'être associées à la récidive. Ça, c'est des signatures qui sont faites sur le mélanome primitif. Donc, ce serait peut-être intéressant de regarder ça pour savoir si ces patients vont récidiver ou pas. Donc, si on peut leur donner une immunothérapie pour essayer de diminuer leur risque de récidive. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'une équipe qui a publié tout récemment ce travail dans Cancer Cell a utilisé cette technique de PLA entre PD1 et PDL1 que je viens de vous montrer sur des ganglions non envahis. Donc, c'est des ganglions de drainage du mélanome de stade 2, donc c'est quand même des mélanomes assez épais, mais le ganglion n'a pas de métastase. Mais par contre, si on trouve que les lymphocytes sont engagés entre PD1 et PDL1, en fait, c'est associé à un risque de récidive. Donc, j'aime beaucoup ça. Enfin, j'aime beaucoup ça. Je n'ai pas envie que les patients aient un risque de récidive, mais ça me fait penser que ce marqueur, c'est un marqueur de mauvais pronostic, mais c'est un marqueur de prédiction. Donc, je pense que ce serait vraiment un marqueur qu'il faut qu'on développe aussi dans les stades précoces, parce qu'on pourrait se dire,
Le malade a un gros risque de récidiver, mais le malade aussi a une bonne chance de répondre à un anti-PD1. Donc, je reviens. Caroline, est-ce Ouais. qu'on peut, qu'on ait un petit peu de temps de discussion, aller vers la fin? Ouais, c'est presque fini. Ouais. Merci. C'est presque fini. Je reviens sur la traduction parce qu'on a voulu montrer le rôle potentiel de EIF4F au cours de l'immunothérapie. Et donc, pareil, sur ce même schéma, on a voulu regarder si PDL1 était modulé par les inhibiteurs de la traduction. Et on a vu que oui, complètement, PDL1 est complètement anéanti quand on regarde son expression par les inhibiteurs de la traduction. Mais et en plus, on voit que maintenant vous êtes familier avec le PLA de 4-4G et le PLA de PD1, PDL1, on trouve qu'ils sont en lien, c'est-à-dire quand on a une forte proximité, une forte activation du complexe, on a beaucoup de PD1 liés à PDL1. Et en fait, notre complexe 4F, il ne diminue pas la traduction de PDL1. C'est un peu un effet, enfin c'est un effet indirect en fait, parce que en fait, on voit que l'ARN est diminué, mais quand on a fait le croisement entre les gènes qui étaient régulés, up-régulés par l'interféron, quand on regarde nos cellules tumorales, quand on regarde ce qui augmente sous interféron, mais ce qui diminue par sylvestrol, le candidat potentiel pour faire ce lien entre l'effet du complexe 4F et l'expression de PDL1, c'est STAT1. Et donc, bon, je vais faire un peu en accéléré pour qu'on ait le temps de discuter. Ça, c'est quelque chose qui est publié. On a démontré qu'il y avait un lien entre le complexe 4F qui va agir sur la traduction de STAT1 et qu'en fait, on a un effet inhibiteur de PDL1 par un inhibiteur de notre complexe parce qu'on diminue la traduction de STAT1. Alors, on a bien vérifié quand même qu'on ne diminuait pas l'activité des lymphocytes activés avec le sylvestrol parce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose de bien vis-à-vis des cellules tumorales, mais d'un côté complètement anéantir le système immunitaire. Et on voit que quand les lymphocytes sont activés, leur prolifération est maintenue, leur production de cytokines est maintenue et leur effet cytotoxique est maintenu. Mais en revanche, quand on regarde l'effet du sylvestrol sur un modèle murin, donc ça c'est un modèle immunocompétent, on voit un effet. Mais quand on teste sur un modèle immunosupprimé, donc des souris nude, ça ne marche plus. Quand on enlève les CD8, ça ne marche plus. Et quand on remet le PDL1 avec des cellules tumorales qui expriment de façon ectopique sans être régulées par le sylvestrol, quand elles expriment PDL1, on n'a plus d'efficacité non plus. Donc, on aime bien dire que le sylvestrol a potentiellement aussi un effet immunothérapeutique. Donc maintenant, on est en train de regarder ce que ça fait sur les autres immune checkpoints et notamment dans toutes les autres cellules immunitaires. Donc, voilà les manips qu'on est en train de faire maintenant sur les différents sous-types de cellules du micro-environnement. Et par exemple, ce que je peux vous montrer, mais ça, ce n'est pas encore publié et c'est assez préliminaire, mais de façon intéressante, le sylvestrol diminue aussi l'expression de LAG3 et de TIM3 dans les CD4 et les CD8, qui sont aussi bien connus pour être des checkpoints, enfin des immune checkpoints négatifs. Et donc, on essaye de voir si ces inhibiteurs de 4F peuvent être utilisés à visée immunothérapeutique. Donc là, je vais aller très vite. On regarde aussi le rôle des polyadénides, enfin des isoformes, différents isoformes d'ARN en fonction des variants de polyadénylation. Là aussi, on a des choses assez intéressantes parce que le sylvestrol, il n'agit pas de la même façon sur le même ARN, mais c'est différents variants de polyadénylation. Donc, c'est très sélectif, en fait, l'effet du sylvestrol. Ce n'est pas on anéantit toute la traduction. Donc, voilà la conclusion. EIF4F contrôle, en fait,
la plasticité tumorale vis-à-vis de différents stress, qu'ils soient vis-à-vis des thérapies ciblées ou d'autres stress, notamment d'immunothérapie. On pense qu'on a vraiment une fenêtre d'opportunité d'action avec ces inhibiteurs dans le domaine de la thérapie ciblée, mais aussi dans le domaine de l'immunothérapie. Et donc, on continue de travailler sur ces voies et également sur les cellules persistantes de mélanome. Voilà. Et merci aux gens qui nous soutiennent, notamment Ensemble contre le mélanome, qui est un collectif qui vraiment nous aide beaucoup depuis une dizaine d'années. Et aussi, bon, voilà, tous les sponsors qui nous aident à faire la recherche. On est bien soutenus. On est content. Merci beaucoup pour cette conférence très complète. Donc, je vais commencer par des questions un petit peu cliniques, puis après, peut-être qu'on posera un petit peu, on rentrera dans la science, dans la recherche. Je voulais savoir une question que j'avais, puis que Marie Dutrex a posée sur le chat. Est-ce qu'on fait des combinaisons ou est-ce que c'est trop toxique du coup d'immune checkpoint inhibitor et de BRAF? Ouais. Est-ce que c'est possible parce qu'on a envie de les mettre ensemble? Bien sûr, complètement. Bien sûr. Alors, il y a eu pas mal d'essais cliniques de phase 1 et 2 qui étaient assez prometteurs. Et puis là, on a eu 2 essais de phase 3. Franchement, il y en a un qui est positif, mais globalement, c'est assez décevant. Ce qu'il faut dire, c'est que ces essais, malgré tout ce qu'on a pu dire, nous, en tant que conseillers de ces essais, c'est les Big Pharma qui ont fait ça. Il y a Novartis et Roche. Ils n'ont pas trop... Ils ont bon, pour des raisons qui leur sont propres, les essais avaient 2 bras. Il y avait d'une part la thérapie ciblée combinée, anti-BRAF, anti-MEK, dont on sait qu'elle marche très bien, mais on connaît ses limites. Et d'autre part, dans le deuxième bras, il y avait 3 drogues, un anti-PD1 pour Novartis et un anti-PDL1 pour Roche, la tezolizumab. Et ces essais ont montré, l'essai Roche était positif, un peu positif, donc c'était un peu mieux, mais il y a eu quand même beaucoup plus de toxicité. Et on est quand même très frustré de ne pas savoir comment ce serait comparé à une immunothérapie. Parce que moi, je vous montre que les 2 courbes les plus hautes, c'est l'immunothérapie. Donc, c'est ça qui nous intéresse, en fait. Et on n'a pas cette réponse-là. Donc, on est très frustré. Et l'essai Novartis, c'est tout juste négatif. Donc, en fait, on a un essai tout juste positif, un essai tout juste négatif. Je pense que nous, tous, là, les cliniciens, on n'est pas hyper convaincus. Et on est content d'avoir des essais de séquence, justement, c'est ce que dit Marie. Donc, on donne anti-BRAF, anti-MEK et on arrête avant que la résistance n'apparaisse. Parce que c'est très difficile quand les patients ont développé une résistance d'arrêter anti-BRAF, anti-MEK parce que quand on arrête, ça rebondit souvent. Et donc, on reprend parfois un peu en catastrophe et on a à peine le temps d'essayer une immunothérapie. C'est pour ça aussi qu'on aime mieux faire dans l'autre sens. Et donc, on a des essais. Là, on a un essai qui est coordonné par l'EORTC avec plusieurs centres européens et plusieurs centres qui participent en France qui participent. On donne anti-BRAF, anti-MEK pendant, donc c'est la combinaison de Pierre Fabre, encorafenib, binimetinib, une très bonne combinaison, 3 mois. On arrête, même si le patient répond, et le plus souvent le patient est en bonne réponse, et on enchaîne sur une double immunothérapie. Alors évidemment, il y a cette petite période de switch où on est un peu nerveux, mais je dois dire que, en tout cas, moi j'ai inclus 50 patients dans cet essai, donc beaucoup de patients, et la plupart du temps, ça se passe bien. Mais après, on verra ce que ça donne par la suite. D'accord. Et en termes de thérapie ciblée pour les NRAS mutés, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui se développe. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Alors là, on a un essai avec des pan-RAF inhibiteurs de Novartis qui ont l'air de... Enfin, les précliniques sont assez intéressantes, surtout quand c'est combiné avec l'anti-MEK. Parce que l'anti-MEK, ça marche bien in vitro sur les NRAS mutés, mais in vivo, c'est assez décevant. Les taux de réponse ne sont pas géniaux et les durées de réponse ne sont pas géniales. Donc, il n'y a pas encore vraiment d'inhibiteurs aussi efficaces que sur les anti-BRAF, malheureusement, que sur les BRAF mutés. D'accord, donc il y a une autre question, c'est est-ce qu'il y a encore une place pour l'interféron dans le traitement du mélanome? En tout cas, en adjuvant, pas du tout, parce que maintenant, alors au stade 3 opéré, les patients à risque de récidive, on a 2 AMM qui ont donné des très bons résultats dans les essais cliniques. C'est soit la thérapie ciblée pendant 1 an, et on est assez surpris de voir que ça se maintient, parce qu'on s'était dit, oula, 1 an, parce
qu'en métastatique, je vous ai dit, quand on arrête, ça revient le plus souvent. Et peut-être qu'en adjuvant, on est dans un contexte différent sur le plan équilibre haute tumeur. Donc, soit quand on est BRAF muté, on donne BRAF-MEK pendant 1 an. Et quand on est, BRAF muté ou pas, on peut donner un anti-PD1 pendant 1 an. L'interféron n'a plus sa place ici, c'était peu efficace et toxique. Maintenant, l'interféron, non, en ce moment, on ne donne plus. Peut-être qu'il y aura des façons de le donner qui soient moins toxiques et qui soient combinées à d'autres traitements, mais l'interféron tel quel, non. D'accord. Ensuite, il y a une question sur expliquer en fait comment ça se fait que l'inhibiteur, la sylvestrol, que les cellules immunitaires soient peu sensibles à cet inhibiteur. Là, c'est ça qui est intéressant. C'est que en fait, c'est pas du tout rien. D'abord, il y a une question de dose aussi. Et effectivement, quand les cellules sont activées, ça agit très sélectivement sur les ARN et c'est ça qui est très intéressant. Moi, j'aime cette approche parce que j'ai l'impression que la traduction EIF4F dépendante, c'est un volant de régulation qui est sélectionné par les cellules qui ont réussi les cellules tumorales qui ont réussi à pousser. Et quand je vous ai montré, là, je suis allée un peu vite parce que j'étais un peu en retard, mais quand on voit les différents ARN qui sont activement traduits dans les cellules immunitaires, il y en a, c'était la 4, ça ne bouge pas, TIM3, ça descend, enfin, c'est sélectif. Donc, et comment expliquer qu'ils prolifèrent toujours? Alors, on a pris des lymphocytes qui sont activés in vitro, et quand on leur met du sylvestrol, ils ne bronchent pas ni sur le plan de leur activation, ni sur le plan de leur activité cytotoxique, ni sur le plan de leur sécrétion de cytokines. Et vous voyez, in vivo, chez les souris immunocompétentes, on donne du sylvestrol, et l'efficacité antitumorale, elle passe par le système immunitaire, donc il fonctionne. En parlant du sylvestrol, vous avez dit qu'il ne pourrait pas être donné en clinique. Est-ce qu'il y a des espoirs de translation, est-ce qu'il y a des espoirs de développement de médicaments Oui, il y en a. Il y a un essai de phase 1 avec un EIF4A inhibiteur qui est développé par une biotech qui s'appelle Effector. Nous, on a créé avec Stéphane Wagner une biotech aussi qui a pour but de tester différents inhibiteurs de 4A. Il y en a, oui, bien sûr, et heureusement, parce que si on était les seuls, ce serait inquiétant. Ouais. D'accord. Il y a une autre question dans le chat. Sous quelle forme envisagez-vous à l'avenir des combinaisons immunothérapie et anti-EIF4A, anticorps monoclonaux, ADC, injection intratumorale? Alors, les combinaisons, on est en train de les tester parce qu'il y a sûrement un timing très important à trouver. C'est pas, à mon avis, ce n'est pas en donnant tout en même temps et en continu que ça va marcher. Et ça va se tester. C'est difficile parce qu'il faut avoir des bons modèles murins et ça prend du temps. Donc ça, il va falloir le tester et je pense même le modéliser. Après, combiné avec des anticorps monoclonaux, des thérapies adoptives, des injections intratumorales. Tout ça, c'est des approches qui sont effectivement à l'étude. Les injections intratumorales, je dirais très personnellement, je veux pas parler pour tout le monde parce que je pense que ça doit se démontrer. Je suis plus intéressée par les injections intratumorales dans les phases précoces. Je ne pense pas qu'avec des injections intratumorales, à moins qu'on arrive vraiment à les rendre plus efficaces, on arrive à traiter une maladie vraiment métastatique. J'y suis très attachée parce que je pense que ça va nous diminuer la toxicité. On a d'ailleurs des essais au laboratoire avec des injections intratumorales, mais je pense que ce sera utile pour des stades très précoces parce qu'on pourra amener localement notamment des immunothérapies, mais pas avoir la toxicité qu'on veut éviter à des stades très précoces. Sur le travail sur M6A, là, est-ce qu'il y a des perspectives translationnelles, du coup, d'essayer de bloquer cette modification? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en cours ou... Ouais, alors il y a un papier qui est sorti il y a à peu près 1 an et demi, très intéressant, qui montrait que en fait, cette modification agissait
sur la reconnaissance par le système immunitaire, un peu comme les virus en fait. Donc, nous, on voudrait continuer d'étudier ça et pas dans mon labo, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait effectivement déboucher sur des perspectives thérapeutiques, hein. Je pense que c'est très, très important, notamment vis-à-vis de la furtivité vis-à-vis du système immunitaire grâce ou à cause de cette modification épitranscriptomique. Auriez-vous obtenu des éléments qui permettraient de mettre aussi en avant un rôle possible du micro-environnement matriciel? Alors ça, c'est important. On ne l'a pas, nous, mais je pense qu'il faudrait le faire et que, par exemple, le fibroblast, on sait que c'est aussi quelque chose de hautement plastique et très important. Et je pense que ce serait intéressant qu'on regarde aussi ce qui se passe du côté, du côté des cellules qui sécrètent la matrice et qui aussi ont un rôle immunologique très important. Je n'ai pas de données là-dessus. Ok. Et je vais peut-être finir avec une question peut-être un petit peu sur la sémantique, mais dans le cancer, on aime bien la sémantique. Vous parlez de ces persistantes celles là. Donc, vous avez parlé de plasticité, vous avez parlé de EMT, de quiescence, tout ça. Donc, en quoi ça serait différent selon vous ce qu'on a appelé il y a un peu plus de temps des cellules souches cancéreuses ou cellules initiatrices de tumeurs? Est-ce que c'est pas, on parle pas de la même chose en fait? En fait, je pense qu'elles ont des caractéristiques communes. Nous, on s'est dit, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a essayé de mettre au clair dans notre tête déjà à nous, et avant de l'écrire, on s'est dit, voilà, la définition qu'on veut donner à persistante ici, parce que tout est un peu mélangé, hein. On fait beaucoup de biblio, cancer dormancy, cancer quiescence, stem cell, enfin, c'est exactement ça, Julie. On s'est dit, nous, ce qu'on veut définir, donc il faut que, pour nous, la cellule persistante, c'est une cellule qui persiste après avoir subi un stress qu'on lui a infligé, nous, volontairement. Alors après, on peut dire qu'il y a le système immunitaire, quelquefois, il fait des choses sans qu'on ait rien fait, hein. Mais bon, disons qu'on définit, on aimerait bien, on a proposé dans cette revue, qu'on garde le mot cancer persistent cells quand il y a eu une action thérapeutique, que c'est réversible, qu'il n'y a pas de modification génétique. Mais après, toutes les caractéristiques qu'on a montrées dans cette espèce de ballon-là, on peut les retrouver aussi dans la cancer dormancy, dans les marqueurs nos marqueurs de persistante qu'on a trouvés. Certains sont partagés avec des marqueurs de cellules souches. Donc, je pense que pas très étonnant en même temps, ces cellules qui se mettent un peu au repos, en retrait, elles doivent utiliser un peu des choses un peu semblables. Et juste ces persisteurs-là, elles sont là dès le début ou est-ce que vous avez remarqué des espèces de reprogrammation en fait, des cellules qui ne devaient pas être persisteurs au début et puis qui deviennent persisteurs? Ça, c'est vachement difficile. C'est très difficile parce qu'on n'a pas un marqueur parfait, c'est un peu une association de marqueurs. On a l'impression on a essayé de faire ça, on a l'impression qu'il y en a au début et que quand même, on a l'impression qu'il y en a quand même au début. Moi, je me demande si ce n'est pas une question de cycle un peu aussi et qu'on les chope à un moment du cycle ou à un moment de leur, je sais pas, de leur phase de métabolisme et ça peut coller avec la persistance. Et après, ça s'amplifie sous l'effet de la drogue. Mais c'est difficile de savoir si c'est parce qu'on les sélectionne, parce qu'on tue les autres ou parce que… franchement, c'est assez difficile. On a essayé de faire ça avec des courbes de pseudo-temps, là, et on a eu l'impression plutôt que, oui, il y en avait à la base et qu'on les amplifie. D'accord. Bon, ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je remercie tous les participants. Puis un énorme merci à Caroline Robert. Merci beaucoup. C'était très clair hein, dans le chat. Il y a quelques messages pour vous féliciter pour cette clarté et cette présentation qui était super. Ah, Daniel, génial. Je disais qu'on était très contents tout à l'heure, je disais en commençant à jeudi, d'avoir des interactions avec des bioinformaticiens et qu'on voudrait dans l'équipe un bioinformaticien senior qui s'intéresse qu'au mélanome. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une annonce, s'il y a des gens qui veulent venir faire des post-docs dans le labo, on est preneurs.
D'accord. Il y a une Sophie, personne oui, qui un dernier demandait- mot, pardon. Oui, il y a une personne aussi qui demandait si on pouvait avoir accès au PowerPoint à ce moment-là, mais sous PDF, parce que moi, c'est enregistré, donc ce sera en ligne, mais est-ce que vous êtes d'accord? Ouais, faut que je regarde peut-être. Oui, il y a des choses qui Il y avait des choses qui sont pas du tout publiées. Faut peut-être Oui. mieux pas parce que je voudrais pas que. C'est pas parce que j'ai pas confiance, mais je veux les bien les vérifier. Je vous ai dit que c'était unpublished, donc je les enlèverai et je vous renverrai. Parfait. Très D'accord. bien. Et dans ce cas, je peux quand même le mettre en ligne demain ou peut-être pas alors? Je vais vous l'envoyer tout à l'heure. Oui, oui. Non, mais c'est parce que j'ai enregistré le webinaire en fait et je pensais le mettre en ligne. Donc, Je sais peut-être pas. pas. Alors. Peut-être pas. On n'a qu'à se dire que les gens, ils savent que quand c'est unpublished, faut pas le montrer, quoi. Oui, ok. Et alors moi, je voulais juste pour conclure vous dire que le prochain webinaire, donc organisé par la Société française du cancer, aura lieu le lundi 17 mai de 18h à 19h et sera donné par le professeur Hugues Dufaux sur la chirurgie éveillée des gliomes, de l'impact oncologique au déchiffrage du connectome cérébral. Voilà, vous enverrez, vous recevrez le lien pour vous inscrire pour tous ceux qui ont participé. Voilà, merci beaucoup encore. Merci de m'avoir Merci invité. À beaucoup. bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.